Hello les abonnés, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est stigmatisé par la société, qui est tabou et qui nous touche tous et toutes indirectement ou directement, le harcèlement scolaire. Voilà. J'ai subi, voilà, ce problème pendant 10 ans. De mes 8 à mes 18 ans, voilà, j'ai été victime de harcèlement scolaire. Donc je vais essayer justement de vous aider, à travers mon expérience, de vous aider, de vous apporter les clés pour pas que vous vous enfermiez justement dans ce piège. Voilà, c'est un petit peu le but de cette vidéo. Donc je vous le disais, je vais vous partager mon expérience et après je vous parlerai aussi de la technique de l'EMDR parce que je suis du coup une thérapie, je vais voir une psychologue, voilà, c'est quelque chose dont je n'ai pas honte, dont je vais vous parler librement. Donc on parlera de l'EMDR parce que c'est quelque chose de nouveau. Les gens connaissent mais ne savent pas vraiment en quoi ça consiste, donc voilà, je vais essayer de vous l'expliquer. Donc comme je vous le disais, moi ça a commencé à l'âge de 8 ans et ce qu'il faut savoir c'est que avant mes 8 ans, j'étais une petite fille hyper gaie, hyper drôle, j'avais le smile, je chantais, je dansais, j'étais marrante vraiment, j'étais comme ça, j'avais un caractère, mais vraiment j'avais un caractère qui était hyper développé, je me laissais pas faire, voilà, j'avais du tempérament quoi. Et du jour où j'ai commencé à me faire critiquer à l'école, on va dire, bah voilà, mon tempérament, il n'y en avait plus, le caractère, il n'y en avait plus non plus, tout avait changé en fait, voilà. Et en fait, du coup, ça a commencé à m'arriver quand je me suis mise à porter des lunettes. Donc vraiment, un événement banal, insignifiant, peut tout déclencher, vraiment, et du coup, changer un peu le cours de votre vie, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Et voilà, donc vraiment, et le problème, c'est que à cet âge-là, les enfants ne se rendent pas compte que leurs mots vraiment peuvent avoir des conséquences mais vraiment fâcheuses sur la personne qu'ils ont en face d'eux et que ça peut être terrible. Vraiment pour la personne qui reçoit les critiques ça peut être terrible parce que quand on te dit t'es moche, tu sers à rien, t'es nul, qu'on te pousse dans les couloirs, qu'on te regarde de travers, qu'on fait des messes basses devant toi, qu'on te montre du doigt, on te pointe du doigt carrément, voilà, ça passe pas. Forcément ça passe pas, c'est logique même. Donc on te critique sur du coup ton apparence physique, on te critique sur ta manière de t'habiller, sur ta manière de parler, sur ton comportement, parce que bon j'étais plutôt bonne élève et ça c'est très mal vu. Limite faudrait s'excuser d'avoir un bon niveau à l'école et d'avoir des bonnes notes, faudrait s'excuser. Enfin c'est bon. Et du coup, voilà, donc t'es mise de côté dans la cour, t'es mise de côté dans la classe, les gens ils veulent pas s'asseoir à côté de toi. Il y a même parfois des humiliations devant le prof, carrément, même en direct, tu vois. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants harceleurs, entre guillemets, s'ils en viennent à te critiquer, c'est que eux, ils ont eux-mêmes un problème. Ils ont quelque chose à se prouver. C'est-à-dire que ils ont besoin d'écraser les autres pour se sentir exister, pour avoir une valeur entre guillemets. Et parfois ça c'est dû à leur éducation, parce que moi je pense toujours que les enfants sont tels qu'on les élève, ou alors c'est une mauvaise influence, un mauvais entourage, voilà, quelque chose de malsain qui gravite autour d'eux et qui font qu'ils sont comme ça. Donc indirectement c'est pas vraiment de leur faute, surtout que quand t'es petit tu te rends pas vraiment compte de ce que ça peut avoir comme conséquence. Alors malheureusement, le problème, c'est que dans la tête d'une petite fille ou d'un petit garçon, hein, parce que je suis pas à dire qu'il y a que les filles qui se font harceler à l'école, bien au contraire, hein, c'est tout le monde dans la même case, c'est que t'en viens à te persuader que ce qu'on te dit, c'est vrai, c'est la vérité. Tu tombes dans un piège en fait, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que il y aurait eu peut-être qu'une seule personne qui t'aurait fait une remarque, une critique, tu te serais dit bon, voilà. Mais quand c'est un 2 3 4 5 personnes qui se mettent autour de toi et qui te sautent dessus, entre guillemets, bah là, ça y est. Pour toi, c'est la vérité. Ils sont en train de me dire que je suis moche, que je suis nulle, que je sers à rien, que ma vie, elle est nulle. Voilà, pour toi, c'est... Voilà, ils me disent la vérité. Ils ont raison. Ils ont raison. Ils sont plusieurs à me le dire, donc, c'est forcément la vérité. Voilà. Je me posais des questions. Je me disais, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi on ne m'aime pas? Pourquoi on ne m'accepte pas? Pourquoi? Je m'étais persuadée que le problème il venait de moi et pas des autres. Pour moi c'était logique. Je devais changer. Le problème il venait de moi. Voilà. Là, je me remettais en question sans cesse. Et ça c'est un piège. Il faut pas tomber là-dedans. Il faut vraiment pas tomber là-dedans. Mais voilà, à cet âge-là, tu raisonnes pas comme il faudrait. Donc il y a une machine infernale qui se met en place dans ton esprit. Et du coup, ça fait de toi une fille, une ado complexée,
pleine de doutes, d'angoisse, de complexes, qui se renferme sur elle-même petit à petit, qui baisse le regard. Moi, on m'a toujours dit qu'il fallait que je baisse le regard. Voilà, je n'osais pas affronter les gens dans les yeux. Et même encore aujourd'hui, je vais être honnête avec vous, j'ai du mal. Vraiment, je dois faire un travail sur moi-même pour regarder les gens dans les yeux, parce que j'ai du mal. Voilà, c'est des séquelles qui restent. Et donc, comme tu développes des complexes physiques et un mal-être, bah, tu n'oses plus aller vers les autres. Tu n'oses plus leur parler et te faire des amis, ça devient compliqué, mais vraiment. Donc, bah, tu restes dans ton coin, ou alors tu te contentes de copains ou copines, mais qui eux-mêmes vont pas être forcément bienveillants avec toi, mais quitte à choisir, tu préfères être avec des gens qui vont être malveillants plutôt que d'être toute seule. Alors après vient l'entrée au collège. Et là, ça devient beaucoup plus embêtant parce que bon bah t'as grandi, tu vois les choses un peu plus clairement, on va dire, et tu t'aperçois justement que on te fera pas de cadeaux. C'est voilà, on va pas te faciliter les choses, bien au contraire. Je me rappelle d'une scène, j'étais dans le CDI de mon collège et j'étais assise à une table. Et viennent deux garçons qui étaient dans ma classe, je m'en rappelle. Et il y en a un qui dit à l'autre, ben viens, on va s'asseoir à cette table-là, là où j'étais en fait. Et l'autre me regarde, me fixe, et dit à son copain, ah bah non, je tiens ma réputation, je vais pas m'asseoir à côté d'elle. C'est violent quand même, hein. Et je trouve que c'est quand même un état d'esprit assez réducteur, assez étroit quand même, de dire ça justement à une fille qui t'a rien fait, qui cherche pas les ennuis, qui... Enfin voilà. Elle se contente juste d'être assise à une table et toi tu vas pas t'asseoir à côté d'elle parce que voilà, t'as entendu des choses, parce que elle est pas comme toi, parce que elle te convient pas. Après voilà, à cet âge-là, t'es un ado, tu veux frimer un peu devant les autres pour te prouver quelque chose. Voilà, t'es comme ça. Mais enfin bon, et donc face à ce genre de remarques, tu ne dis rien. Bah ça sort pas. Tu rentres dans un mutisme, t'as pas le caractère pour, t'es prostré. C'est comme si tu assistais à la scène, mais tu peux plus bouger. Et donc je disais, tu es choqué par ce que tu viens d'entendre. Parce que la personne ne cherche pas à te connaître, ne cherche pas à discuter avec toi. Il n'y a pas d'effort. C'est-à-dire que dans le sens où il s'arrête à bah, physiquement elle me convient pas, donc bah, c'est que c'est pas quelqu'un de bien, ou enfin voilà, c'est, je sais pas, c'est hyper réducteur. Je trouve que c'est tellement réducteur et tellement triste à la fois en fait. C'est pas partie de ces gens qui aiment blesser pour blesser, critiquer pour critiquer. Voilà, je trouve ça trop facile. Je trouve ça trop simpliste. C'est comme si pour certaines personnes en fait, la méchanceté gratuite allait les rendre plus, comment dire, respectables, plus forts. Mais c'est faux, c'est totalement faux en fait. Moi je me rappelle de quelqu'un qui m'avait dit, je vais pas rentrer dans les détails, hein, qui m'avait dit, moi j'aime bien qu'on me craigne, qu'on ait peur de moi. Non mais sérieusement, moi j'ai pas envie qu'on me craigne, hein. Moi je veux qu'on puisse m'approcher, qu'on ait envie de venir me parler, qu'on a envie de se confier à moi, que voilà, parce que quand on te craint, mais enfin voilà, t'as pas bonne réputation non plus, quoi. C'est, on parlait de réputation tout à l'heure, mais là c'est pas le cas non plus, hein. Je veux dire, tu vas pas te faire mieux accepter ni respecter parce qu'on te craint. Au contraire, tu vas être stigmatisé encore plus. Et maintenant vient l'entrée au lycée. Voilà. Je crois que ça a été la période de mon harcèlement scolaire. Je crois que c'était la pire. Le lycée, c'était le pire. Mais vraiment. Parce que voilà, t'as 16 ans. Voilà, tout casser, 16-17, c'est voilà, le cursus qui va te mener au bac. Tu prends conscience de certaines choses. Tu arrives dans dans un lycée, pardon, où tu ne connais mais vraiment personne parce que tu as changé de ville, mais vraiment. Et tu vas devoir te faire ta place. Et on va pas te faire de cadeaux. Croyez-moi. Donc, sans entrer dans les détails, je suis tombée dans une classe où c'était beaucoup sur l'apparence physique, sur tu portes des marques, tu portes pas de marques, ok. On te met direct dans des cases. Je vous dis que vraiment, le lycée, ça a été la période la plus horrible parce que c'est vraiment le moment où t'as besoin de t'accepter, t'as besoin de plaire. Mais vraiment, voilà, tu rentres au lycée, bon voilà, et les garçons, enfin voilà, ça commence à te préoccuper un petit peu, voilà, t'as besoin de plaire. Et à cette époque-là, j'étais mal dans ma peau. Ça a vraiment été une période horrible.
Et ce qu'on se dit pas en fait, c'est que on dit toujours ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et c'est vrai, c'est vrai. Moi, quand je dis que j'accepte pas tout ce qui est injustice et méchanceté gratuite, on me dit oui, mais tu vis dans le monde des bisounours et tout. Bah, je préférais, hein. Très franchement, je préférerais vivre dans le monde des bisounours, d'une société où les gens s'acceptent et comment dire, sont plus tolérants. Pour moi, c'est une perte de temps, très clairement. Voilà. Et on ne me fera pas changer d'avis sur la question. Et donc maintenant, je vais vous parler d'une scène qui est arrivée quand j'étais en terminale et je crois que c'est probablement, quand j'y réfléchis, la scène la plus violente de ces 10 ans. J'étais en permanence et j'étais face à deux garçons. Il y en avait un qui était dans ma classe et un autre avec qui j'avais des cours en commun mais avec qui je n'étais pas tout le temps. Il y en avait un qui m'appréciait plutôt et l'autre pas du tout. Très clairement, pas du tout. Et donc, ils se mettent à discuter ensemble. J'étais à côté, hein, j'entendais ce qu'ils disaient, j'étais pas très loin. Et celui qui ne m'appréciait pas dit à celui qui était dans ma classe, il lui dit comme ça, mais je vous jure, c'est vrai. Il lui dit texto, Émilie, tu l'aimes bien, toi? Et celui qui était dans ma classe et qui était sympa avec moi, lui dit, bah ouais, elle est sympa, enfin voilà quoi. Et l'autre réplique et lui dit, bah moi je l'aime pas parce qu'elle est moche. Ça laisse sans voix. Surtout quand t'es une jeune femme de 18 ans, que t'es pas bien, que tu te renfermes sur toi-même, que tu as des complexes physiques, que tu as développé de la phobie sociale, que tu te renfermes sur toi-même, que tu passes des heures, mais des heures à pleurer, à te remettre en question, à te regarder dans le miroir, à te dire mais qu'est-ce que je pourrais bien changer pour qu'on m'aime. Et toi t'entends ça et tu t'es choqué. Tu bouges plus en fait. C'est comme si t'étais paralysé. Tu réagis pas en fait. Et je me souviens ce jour-là, je suis sortie de la salle de permanence. J'ai été me confier à des personnes que je côtoyais dans ma classe. Parce que bien sûr, bon, il n'y avait pas que des gens qui étaient malveillants avec moi. Hein. Je mets pas tout le monde dans le même panier. Attention. Hein, mais, euh, mais voilà, j'ai été me confier et là, on m'a fait à chaque fois la même remarque. Les gens minimisaient ce qui venait de se passer. C'est-à-dire, ça leur était pas destiné. Donc forcément, bah, c'était pas grave. Et donc suite à ça, suite au lycée, tu te dis bon maintenant je vais rentrer à la fac, est-ce qu'on va me foutre la paix un petit peu? Et heureusement oui, c'est-à-dire que c'est la fin. Qu'on le veuille ou non, au lycée t'es pas mature. T'es pas mature. T'es encore dans cet esprit d'amusement, à la fac c'est différent, puis c'est plus grand, puis il y a plus d'élèves, puis tu te vois moins, donc forcément t'es pas tout le temps, on n'est pas collés les uns aux autres, donc forcément il n'y a pas cette promiscuité qui fait qu'il y aurait des problèmes, enfin voilà. Ça te laisse des traces et des conséquences qui sont, voilà, qui sont irrémédiables, bah, phobie sociale, crise d'angoisse, tu deviens même exigeant avec toi-même. C'est-à-dire que moi, je suis devenue hyper dure avec moi-même. Mais vraiment. Mais dans tous les domaines. Voilà. On a été exigeant avec toi. Donc après, la suite logique, c'est que tu le restes avec toi-même. Voilà. Et le problème, c'est que ça a des conséquences sur ta vie sociale, du coup, comme je le disais, phobie sociale, donc du coup, ça a des conséquences sur ta vie professionnelle, sur les démarches que tu peux être amené à faire, donc permis de conduire, les entretiens d'embauche, ce genre de choses. T'oses pas regarder les gens dans les yeux, t'es timide, t'es renfermé, t'es mal dans ta peau, t'oses pas t'exprimer, tu bafouilles. T'as peur de pas être assez bien pour les gens, de pas être digne de leur compagnie, de leur confiance, et du coup tu te mets des barrières. Tu te prives de certaines occasions qui peuvent être bonnes pour toi, mais bon, t'en as pas conscience forcément, et voilà. Et c'est l'image que tu renvoies de toi-même. Voilà. Vu de l'extérieur, je passais pour une fille froide, distante, que ça pouvait passer pour de la prétention. Ça n'en était pas, hein. Enfin, cette personne, bon, c'était ma tante, m'avait dit, voilà, de l'extérieur, ça donne ça. Froide, distante, prétentieuse, imbue d'elle-même, alors que pas du tout. Elle me disait, moi, je sais que t'es pas comme ça, parce que je connais ton histoire. Je sais le pourquoi du comment. Mais les autres, ils le savent pas, eux. Et donc, forcément, tu passes pour ça. Voilà. Mais forcément, t'as pas envie de dire que il t'est arrivé ça.
parce qu'il faudrait se justifier, parce qu'il faudrait expliquer, parce qu'il faudrait revivre indirectement ce qui t'est arrivé, et c'est hors de question. Hors de question. Donc, le message que je veux vous faire passer, c'est ne changez pas parce qu'on vous a fait comprendre que vous n'étiez pas assez bien, que ce soit physique, au niveau du caractère et tout. Non, ne changez pas. Si vous voulez changer, il faut que ce soit avant tout pour vous-même, parce que c'est un besoin, comment dirais-je, personnel. Pas parce qu'on vous a fait comprendre que vous n'étiez pas assez bien. Si vous estimez que vous êtes bien comme vous êtes et que vous n'avez pas à changer pour les autres, restez comme vous êtes. Voilà. Les autres doivent vous accepter tel que vous êtes. Il n'y a pas à chercher plus loin. C'est comme ça. C'est comme ça. Encore aujourd'hui, il m'arrive de douter de moi-même et de me sentir, différente encore aujourd'hui. Je vous mentirais si je vous disais que c'était plus le cas. Mais je vois les choses autrement. Vraiment. Un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est de trouver vraiment une bulle où vous vous sentez valorisé. Vraiment. Moi, je sais que c'était la danse. Ça a toujours été la danse. La danse, c'est plus qu'une passion pour moi. C'est un besoin. Et même quand je vois aujourd'hui les gens qui me suivent sur TikTok, parce que je sais qu'il y en a qui me suivent, vous savez, le simple fait de recevoir un commentaire où on te dit « Tu danses bien, t'as quelque chose avec la danse », et ça te fait un bien. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se priver de faire un compliment à quelqu'un. Parce que ça peut lui changer sa journée. Toi, indirectement, ça te fera peut-être pas grand-chose, mais lui, ça peut lui refaire toute sa journée. Donc, qu'on le croit ou non, la gentillesse, c'est vraiment quelque chose. Voilà, vous paraîtrez pas plus faible si vous êtes gentil, si vous êtes sincère. Au contraire, on va avoir envie d'aller vers vous. Si vous donnez le smile, si vous êtes sincère, authentique. J'aime bien recevoir les compliments. On va se l'avouer, hein, c'est toujours agréable, mais j'aime bien en faire aussi. Parce que je trouve que c'est hyper important. Et si je peux donner le sourire à quelqu'un, je perds pas mon temps. Je perds pas mon temps. Au contraire, je l'optimise. C'est tellement agréable. Mais vraiment. Et donc, si j'ai un seul message à vous faire passer dans cette vidéo, c'est de ne jamais garder ça pour vous. De ne jamais affronter ça tout seul. Vraiment. Osez vous confier, osez en parler, que ce soit à un proche, à un ami, à un parent, je ne sais pas, à un professeur, à des psychologues, à des psychiatres, n'importe quoi, mais il faut que ça sorte. Vous pouvez pas garder ça pour vous, c'est trop lourd. Donc je suis allée voir une psychologue et la première des choses, c'est d'avoir un bon feeling avec la personne qui vous suit. Parce que si elle ne sait pas vous mettre à l'aise, laissez tomber, ça ne servira à rien. Vous perdrez du temps, elle aussi. Donc moi, celle que j'ai trouvée me convient parfaitement. Et elle m'a proposé justement, pour me libérer, de tenter l'expérience de l'EMDR. Donc l'EMDR, en fait, ça va te permettre de libérer la parole, de lâcher prise, de faire travailler ton inconscient. Et c'est un mélange d'hypnose et en même temps il y a un dialogue avec la psy. Voilà. Donc elle va te poser des questions au fur et à mesure de l'expérience. La première des questions, c'est symboliser ton problème par une phrase, un mot, une expression, quelque chose qui est en rapport direct avec le sujet pour lequel tu es venu justement la voir du coup. Ah, donc suite à ça, elle te demande aussi d'évaluer ta souffrance sur une échelle de 1 à 10. C'est la deuxième question. Ensuite, elle te demande avec ton regard, avec tes yeux du coup, de suivre le mouvement de son stabilo. Donc elle fait bouger le stabilo comme ça, puis tu suis du regard, sans bouger la tête, hein, il n'y a que les yeux qui travaillent. Suite à ça, tu fermes les yeux très fort. Tu prends 3 grandes inspirations. Tu es installé confortablement, hein. Tu es censé être détendu pour faire ça. Donc tu as les yeux fermés, tu respires, et là elle te demande de penser justement à la phrase que tu lui as dite juste avant. Et en même temps que tu penses à ça, donc que ton inconscient travaille, elle vient derrière toi, elle te tapote, elle fait des petits mouvements comme ça sur tes épaules. Pendant que toi tu fais travailler ton inconscient, comme ça. Et donc ça se fait en plusieurs étapes. Après elle le fait au niveau des omoplates. Entre chaque phase, elle te demande ce que tu as vu, ce que tu as ressenti, ce que ça t'a évoqué. Après, c'est au niveau du crâne. Comme ça, voilà. Ça fait pas mal, hein? Je vous le dis, ça fait pas mal. Eh bien, vous me croirez si vous voudrez, mais au fur et à mesure de la conversation et qu'on avançait dans l'expérience de l'EMDR,
ma souffrance, donc la douleur que j'avais à l'intérieur de moi, donc le nœud que j'avais au niveau du ventre ou dans la gorge, s'atténuait petit à petit. Je me libérais, je parlais, je parlais, je parlais. À l'intérieur, les nœuds, ils se desserraient et ça disparaissait. Je vais pas vous dire que c'est miraculeux, qu'une seule séance ça suffit et tout, non, parce que je vous mentirais et j'ai pas envie de vous mentir. Ça se fait en plusieurs fois. Mais sur le coup, je me sentais libérée, apaisée. Donc, en résumé, si vous avez besoin de parler, de vous libérer, n'hésitez pas une seule seconde, mais vraiment, parce que moi, je sais que pour le vivre, ça me fait énormément de bien. Je sais qu'à chaque fois que je vais la voir, elle me fait du bien. Mais vraiment, elle me fait du bien. Après, si vous n'en avez pas besoin et si vous trouvez la force nécessaire en vous, tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux. Faites des choses que vous aimez, vraiment. N'attendez pas après les autres, je veux dire. Et si j'ai aidé certaines personnes à travers cette vidéo, si vous vous êtes senti moins seul pour le coup, eh bien j'ai pas perdu mon heure, bien au contraire, voilà. Et donc voilà, je voulais dire aussi que vivez. Moi vous savez, il y a quelques mois j'ai perdu quelqu'un qui était important pour moi. Et la dernière conversation sensée que j'ai eue avec cette personne, elle m'a dit « Vis, vis ma puce, parce que les autres ils le feront pas pour toi. » À très vite.